Bienvenue à tous dans cette masterclass Top Sales, nouvelle masterclass sur le thème de la vente multi-interlocuteur. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Benjamin Arbeit. Je suis cofondateur et CEO de Bancast. Bancast, c'est un organisme de formation qui a développé un programme de formation pour les commerciaux en B2B, basé en grande partie sur le partage de bonnes pratiques entre commerciaux, l'introduction de bonnes pratiques et de conseils de commerciaux expérimentés. Et donc, ça fait partie de notre ADN d'échanger au sein de cette profession pour qu'on puisse tous monter en compétences, d'où cette masterclass qui nous permet de vous transmettre un maximum de billes de tendu et aussi d'avoir des invités comme Anthony aujourd'hui de Winbound qui sont des experts sur le sujet car chaque mois, chaque masterclass porte sur un sujet en particulier. Cette fois-ci, la vente multi-interlocuteur. Donc moi, je suis Delphine Borner, je suis cofondatrice et directrice générale de Bancast. Et donc, on a le plaisir de recevoir en effet Anthony aujourd'hui, si tu veux te présenter. Oui, bonjour Delphine, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et puis surtout, merci de m'avoir invité à cette masterclass. Donc, je suis Anthony, donc je suis directeur conseil au sein de Winbound. Winbound est une agence référente en stratégie d'acquisition de prospects B2B principalement. Depuis plusieurs années, nous accompagnons des PME, des ETI, des grands groupes de tout secteur d'activité dans le développement de leur business, tout simplement. Nous formons, nous accompagnons, nous conseillons nos clients dans leur stratégie digitale et particulièrement stratégie d'inbound marketing et d'account-based marketing qui nous intéresse forcément aujourd'hui. Merci à toi Anthony d'avoir accepté l'invitation, on est ravis de t'avoir. Merci à vous, merci à vous. Alors, juste une petite seconde pour vous dire, voilà, on compte sur vous, vous êtes des ambassadeurs. Si vous appréciez, ça serait vraiment super sympa de mettre un petit like ou soyons fous un petit commentaire sur le post LinkedIn de cette masterclass qui se fait en direct. Donc, on a notre top community manager Shakib qui va vous mettre le lien dans le chat juste maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à relayer si cette initiative vous plaît et que vous souhaitez la partager. Alors nous, on est assez convaincus que les meilleurs commerciaux et meilleurs commerciales, ce sont ceux et celles qui restent curieux et tout au long de leur carrière. Voilà. Donc vous aussi, si vous souhaitez devenir King of Sales ou Queen of Sales, restez curieux et informez-vous comme vous êtes en train de le faire avec des vrais partages, des vraies bonnes pratiques sur comment s'améliorer qui viennent de commerciaux en activité. Oui, tout à fait. Et les meilleures billes, elles ne viennent pas forcément de son manager direct ou d'un collègue. Moi, les deux meilleurs conseils qu'on m'a donnés, ils viennent du père d'un ami qui était senior sales chez Siemens et d'une amie qui travaille chez Business France. Donc, c'est vraiment dans un cercle privé que j'ai eu les meilleurs conseils qui m'ont permis de performer. Et ce genre d'événement, c'est aussi un peu pour ça. C'est pour sortir au-delà de la psychologie de ton entreprise et d'apprendre des bonnes pratiques qui peuvent exister en dehors des frontières de son entreprise et du mindset commercial de son entreprise. Alors aujourd'hui, on voulait partager sur ce thème, la vente multi-interlocuteur, parce que c'est vraiment une compétence indispensable à avoir cette année et notamment pour améliorer ses taux de transformation. Donc pourquoi ? Alors de base, donc c'est indispensable surtout dans la vente de cycles de durée moyenne et longue, mais c'est encore plus important cette année puisque en fait, les prospects vont moins prendre de risques tout seuls. Dans un contexte de crise, ils vont avoir plus peur de s'engager seuls dans cette incertitude et les budgets sont resserrés. Donc, le projet, en fait, il doit être important pour plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Donc, il faut aider, en fait, votre interlocuteur principal pour aller convaincre d'autres personnes que le projet fasse l'unanimité qui voit le jour. Alors, le problème face à ça, c'est que les commerciaux, ils ne le font pas toujours. Ce n'est pas le plus simple dans la vente. Parce que à partir du moment où on s'entend bien avec une personne, voilà, il y a un risque naturellement de se dire bon c'est bon, ça va se faire. Voilà, mais ça c'est vraiment une erreur qui peut coûter cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va traiter du sujet et vous donner des solutions pour ne pas rester isolé avec un seul interlocuteur. Donc, on est assez aligné avec Winbound là-dessus, notamment qui est expert sur l'account-based marketing. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'unir nos expertises pour vous donner des solutions concrètes là-dessus. L'an dernier, il y a un directeur des ressources humaines qui m'a dit c'est incroyable à quel point, de nos jours, le moindre projet doit devenir stratégique dans l'entreprise pour être déployé. Et
Et a raison, en fait, parce qu'il y a de plus en plus d'interlocuteurs, il faut de plus en plus trouver un retour sur investissement pour le projet. Et ça, c'est notre travail à nous, les commerciaux, de présenter ces éléments aux directions avec lesquelles on souhaite travailler, de parfois rassembler des interlocuteurs qui ne se parlent pas. Ça peut arriver de temps en temps qu'on ait affaire à 2 ou 3 services, mais qui ne sont pas habitués à dialoguer entre eux. Donc, c'est à nous parfois de rassembler ces personnes-là, le directeur des systèmes d'information avec le directeur des ressources humaines, si nécessaire, et encore d'autres personnes plus opérationnelles. Donc, comment on fait? Qui sont ces personnes? C'est ce qu'on va voir juste après sur les slides. Alors, un chiffre intéressant que tu voulais nous partager, Anthony, hein? Oui, tout à fait. Donc, et pour corroborer effectivement vos propos, c'est important aussi de dire que l'éditeur a apporté une complexité supplémentaire, en tout cas, dans le lien que je peux avoir avec mes clients et mes prospects potentiels. C'est qu'avant, déjà, effectivement, nous avons on multiplie les interlocuteurs déjà dans une sphère professionnelle, ce qui n'est déjà pas très simple. Et aujourd'hui, c'est dans une sphère privée. Donc, c'est-à-dire que les interlocuteurs sont chez eux. Alors déjà, s'ils communiquaient pas beaucoup avant, en étant voisins de bureau, donc c'est très important quand je fournis des efforts en tant que commercial, effectivement, m'adresser à la bonne personne et de m'adresser aux bonnes personnes, puisque selon une étude récente de LinkedIn, et à mon avis, le chiffre, c'est une moyenne que tout le monde peut constater aujourd'hui dans les usages. 5,4 personnes en moyenne interviennent dans le processus de décision. Pourquoi? Parce que selon la solution que je propose, effectivement, je vais avoir forcément les utilisateurs de la solution, et on sait que quand je suis éditeur de logiciels, je propose une nouvelle solution, ben forcément, je bouleverse les habitudes. Je vais impacter certaines fonctions de l'entreprise. Je vais avoir ce qu'on appelle des prescripteurs au sein de ces interlocuteurs, et bien sûr, in fine, le décisionnaire. Mais je n'oublie pas que dans ces personnes qui interviennent dans le processus de décision, je vais aussi avoir ce que l'on appelle un ou deux détracteurs. Sur des personnes qui vont dire, bah, votre solution, bah, elle n'est pas forcément utile, mais il faut aussi les identifier. Il faut les intégrer à la démarche. Alors justement, ça me fait une très bonne transition pour la slide suivante. Donc déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment clairvoyant sur le processus de décision? Oui, le processus de décision, c'est évidemment ce qu'il y a le plus intéressant à connaître dans l'entreprise que l'on prospecte. Ici, j'ai fait un petit schéma où on voit des ronds verts qui représentent les interlocuteurs qui sont dans le processus de décision. Il peut y avoir des opérations, des directions opérationnelles ou alors des gens de la direction stratégique. Et puis, il y a un décideur, souvent, éventuellement un payeur, et puis plusieurs sponsors. Et il faut convaincre un certain nombre d'interlocuteurs, en l'occurrence tous ceux du processus de décision, pour maximiser ses chances d'une issue positive à chaque opportunité. Et puis à côté de ça, il y a la zone ou le cercle d'influence, où il y a un certain nombre de personnes qu'on pourrait qualifier d'autres sponsors ou des suiveurs, voire même un détracteur. Et ces personnes peuvent être sollicitées ou sont des ponts vers le processus de décision. Ce qu'il faut ne surtout pas faire, c'est il faut en tout cas surtout identifier ces personnes. Et si on est avec quelqu'un qui est dans une zone d'influence, il faut essayer de continuer à creuser dans le compte jusqu'à trouver une personne qui est impliquée directement dans le processus de décision. On appelle ça parfois une personne qui va un peu plus croire en notre offre ou en notre solution que les autres. On va l'appeler le champion. C'est un vocabulaire auquel vous êtes peut-être déjà habitué. Le champion, il peut être opérationnel, il peut faire partie de la direction stratégique, il peut être un décideur ou un sponsor. Il n'a pas spécifiquement de rôle prédéterminé, c'est simplement une personne qui va vouloir travailler avec vous, qui va se battre pour travailler avec vous et qui va essayer de fédérer dans son entreprise pour vous présenter les bonnes personnes et vous donner les bons éléments pour convaincre. 5 règles d'or à propos de ce champion. On ne peut pas, vous ne connaissez pas le processus de décision en amont. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain nombre de postes et qu'on est habitué à penser qu'un tel est le décideur que c'est comme ça dans toutes les entreprises. Chaque entreprise a des fonctions différentes et des modes de fonction différents. On ne peut pas identifier un champion juste par sa fonction. Ce n'est pas parce que c'est le directeur d'un tel ou le responsable de tel autre service que c'est automatiquement un champion. Un champion, c'est vraiment quelqu'un qui va vous donner des informations. On l'appelle parfois aussi le fox, le renard, celui qui va vous donner des informations en douce. Le champion fait forcément partie du circuit de décision. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la zone d'influence seulement parce que ça ne suffira pas. Le champion est convaincu que votre offre est la meilleure par rapport à ce qu'il a pu voir sur le marché.
Et le champion seul, évidemment, ne suffit pas. Il faut qu'il vous présente des gens. Il faut connaître plus de personnes qu'une personne seule. Vous l'avez déjà remarqué, les opportunités que l'on gagne, souvent, on connaît plus de personnes que celles que l'on perd. 3, 4, 5 interlocuteurs, c'est quand même mieux que un ou deux. Et donc, pour ça… Souvent, les opportunités, elles sont bloquées justement parce qu'on ne connaît pas assez de monde, en fait. Exactement, une erreur très classique de penser qu'on est avec la bonne personne qui décide et qu'il a toutes les casquettes en interne pour initier le projet. Non, en réalité, il va y avoir plusieurs personnes impliquées, il faut les trouver. On a un peu un rôle de détective, d'une certaine façon, pour Et ça, Oui, pardon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus être attentiste et puis de toute façon, le téléphone ne sonne plus. Donc, il faut absolument être proactif. Alors là, effectivement, on parle de détective privé, de fin tacticien sur LinkedIn, être même en amont même de sa découverte. Connaître l'environnement, le contexte, les enjeux, les objectifs, la structure même de l'entreprise ou du compte stratégique que vous visez, parce que je ne peux pas arriver sans avoir marqué déjà un intérêt et susciter déjà une sorte d'émotion auprès de mon prospect si je ne me suis pas renseigné en amont. Donc c'est très très important. Effectivement, on a les outils aujourd'hui, le digital le permet, en tout cas de creuser une vraie découverte, une pré-découverte. LinkedIn, ça permet d'obtenir des infos donc, sur le poste a priori. Après, effectivement, il faut continuer l'enquête pour comprendre les influences en fait, et les jeux de pouvoir, vraiment le processus de décision réel, au-delà du titre, comme l'a dit Benjamin. Mais après aussi, ça permet de rentrer en contact, parce que l'idée, c'est de se faire connaître en fait, des différents interlocuteurs pour qu'au final, votre marque et vous semblent familiers et que ça soit plus facile en fait, au moment de prendre la décision d'acheter. Donc, ne serait-ce qu'une demande de connexion, c'est déjà un premier pas. Si vous voulez voir un cas pratique ou un témoignage, on propose sur la plateforme app.bancast.io, ici en lien bleu en bleu sur cette slide. Et vous pouvez trouver un certain nombre de témoignages qu'avec Delphine, on a récolté auprès de commerciaux expérimentés sur comment ils font leur mapping de compte, comment ils cartographient très en amont d'un appel d'offres, très en amont de l'ouverture d'une opportunité pour avoir un maximum d'informations sur leur futur interlocuteur ou leur interlocuteur. Ici, par exemple, Baptiste, qui est un senior sales de talent, qui partage sur la plateforme app.bancast.io un témoignage sur ce sujet et comment il a gagné un appel d'offres à 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros. Voilà en tout cas pour la vente multi-interlocuteurs et les interlocuteurs qu'on peut trouver. Alors maintenant qu'on est clairvoyant sur les informations à aller chercher, la question qu'on peut se poser et qui est hyper importante, c'est pourquoi on reste bloqué parfois avec une seule personne. Et c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Et donc ça, c'est vraiment embêtant parce que clairement, l'affaire a moins de chances statistiquement ensuite de se transformer. On a moins de chances de signer le contrat. Donc, quelles sont les causes d'isolement ? L'erreur classique, finalement, c'est de ne pas poser de questions sur ce processus de décision parce que le courant passe bien avec l'interlocuteur et que finalement, on pense que ça va suffire. Ça nous est tous arrivé, on est tous tombés dans le panneau. C'est pourquoi aussi, c'est parce que finalement, on est gentil de base et du coup, on pense que puisque le courant est bien passé, ça va suivre son cours, on est entre de bonnes mains avec la bonne personne et qu'elle va faire le nécessaire. C'est sûrement elle qui va pouvoir signer. Voilà, donc ça, c'est une première cause classique. Ensuite, la deuxième cause, ça peut être que vous aimeriez avoir la réponse, vous aimeriez poser la question, mais vous n'osez pas demander ou vous oubliez parce que ce n'est pas devenu systématique. Et du coup, après, vous allez ramer en fait dans la suite du processus. Autre cause aussi, et là, c'est hyper important parce qu'on n'a pas forcément ça en tête, c'est que vous posez la question, mais que le prospect ne dévoile pas les infos du processus de décision. Il dit « Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui gère ce projet ». Donc, il fait de la rétention d'informations. Et non seulement il ne vous présente pas, mais surtout, il ne vous explique même pas, en fait, quelles sont les autres personnes qui vont influencer, signer, décider, qui a le budget, etc. Donc là, c'est important de comprendre pourquoi, en fait. Quelles sont les vraies raisons de ça ? Ça peut être parce qu'il n'est pas convaincu, en fait. Vous avez c'était pas assez clair votre offre, il n'y a pas eu assez d'identification de valeur ajoutée. Donc là, je vous renvoie à la vente de valeur. On a fait une masterclass là-dessus. On a des programmes là-dessus. C'est vraiment important aujourd'hui de faire de la vente de valeur pour convaincre les interlocuteurs.
Ça se peut aussi qu'il avance avec quelqu'un d'autre et finalement, il veut juste des infos pour pouvoir montrer qu'il a comparé, mais finalement, tout est déjà joué d'avance et c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce côté business partner, en fait, hein, que nous, on défend beaucoup chez Bancast, où on a de la réciprocité d'informations. Et ça, c'est dangereux. Ça, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Et pourquoi aussi ça peut être parce qu'en fait, il n'a aucun pouvoir d'influence en interne. Il est isolé. Donc, voilà, ça se peut qu'il fasse juste de la veille au cas où on lui demande un jour, mais la personne n'a pas le pouvoir que vous lui attribuez par avance, en fait. Des fois, les sociétés Je me sont rappelle grandes. quelques souvenirs. On est tous tombés sur ce type de cas. On reste isolé avec un interlocuteur, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, il nous présente personne. Il faut vraiment apprendre à sortir de ça, hein. On va voir d'ailleurs après quelques bonnes pratiques pour pouvoir élargir son scope. Donc, peut-être que ça vous fait penser à certains cas, hein, mais c'est important, effectivement, d'être conscient de ça pour ne plus se faire avoir, entre guillemets. Donc, quelques bonnes pratiques, c'est de poser systématiquement la question sur le processus de décision. Et dès le début, hein, ce n'est pas à la fin, c'est vraiment dès le début, parce que c'est vous qui mettez ce cadre aussi avec votre interlocuteur. C'est du professionnalisme de poser ces questions. Donc, par exemple, très concrètement, hein, c'est à qui êtes-vous rattaché dans l'organisation? Ça, c'est déjà la base, en fait, c'est dans l'organigramme, donc officiellement, à qui il est rattaché. Ensuite, avec qui travaillez-vous pour mener à bien cette mission? Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas des questions quel est le processus de décision, ça fait partie de l'enquête, en fait, pour récupérer des informations. Une des bonnes questions aussi, ça peut être comment est-ce que ça s'est passé la dernière fois que vous avez mis en œuvre un projet similaire, l'année dernière, ou voilà, comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Avec qui vous avez travaillé en interne? Qui a donné son go? Qui va falloir convaincre? Et un peu plus loin, en fait, une fois qu'il est un peu plus embarqué avec vous, c'est concrètement poser la question, pensez-vous que vous allez être soutenu en interne par la direction ou par vos collègues? Est-ce que vous êtes convaincu? Mais finalement, quelles sont les prochaines étapes pour convaincre les autres? Donc, si c'est un vrai champion, si c'est un vrai business partner, il va en fait, il y a quelque chose qui se passe où tous les deux, on va essayer d'identifier comment aller convaincre les autres personnes dans le processus. Donc, soit il vous met en contact avec ces personnes, soit il organise les réunions. Mais en tout cas, vous devez déjà avoir les informations et ensuite, au bout d'un moment, rentrer en contact avec ces personnes. Si ce n'est pas le cas, hein, si vous ne met pas en contact et si ne vous donne pas d'informations, ça veut dire qu'il faut aller les chercher par vous-même. Dans tous les cas, il faut environner le compte avec vos actions et aussi avec celles du marketing. Et d'ailleurs, le marketing peut faire un certain travail et vous, à votre niveau, vous pouvez aussi le faire. C'est une méthode qui s'appelle l'account-based marketing, c'est-à-dire le fait de ne pas se faire identifier que par un seul interlocuteur, mais par un nombre d'interlocuteurs auprès d'un compte. Donc, on n'attaque plus une personne, on attaque un compte, une entreprise entière. Et à ce sujet, Anthony va nous parler justement un peu plus de cette méthode qu'est l'ABM. Tout à fait. Et puis pour ajouter sur la bonne pratique également, notamment chez Winbound, après le premier rendez-vous, le R1, on valide bien l'engagement du prospect, tout simplement par un petit formulaire, voilà, qui vient valider des éléments de découverte. Et ça nous permet aussi de mesurer l'engagement du prospect dans la démarche. Parce que quand on s'investit dans ce début de relation, forcément, on investit du temps et c'est important de verrouiller cet aspect-là. Un petit formulaire que vous envoyez par mail ou comment Tout à fait. Alors c'est un format Google Form tout simplement que l'on envoie, que l'on transmet. Et ce sont ce sont pas des questions pièges. Il n'y a pas de mauvaises et de bonnes réponses, mais je sais qu'un formulaire qui est rempli très rapidement ou soit très précisément, je peux mesurer déjà l'engagement du prospect. Est-ce qu'il est bien impliqué dans le projet? Donc voilà. Donc ça fait partie aussi des bons tips en tout cas que je peux recommander ce matin. Je peux poser une question par rapport à ça, s'il vous plaît. Bien sûr. Quel est votre taux de retour, justement, taux d'ouverture et taux de retour sur ce petit formulaire que vous envoyez à votre prospect? Alors, c'est une très bonne question. C'est un formulaire que je n'envoie pas systématiquement, il faut le savoir. Je l'envoie effectivement quand je pense être en phase avec le bon interlocuteur, hein, tout ce que vous pouvez décrire, notamment Delphine tout de suite. Faut bien être en phase avec le bon interlocuteur. Donc, on va dire que sur
10 questionnaires. Quand j'ai bien identifié, j'ai un retour à peu près de 7 à 8 questionnaires. Ouais, c'est Hein, super. le formulaire. Donc, c'est plutôt très bien. Ça me permet déjà d'avoir cette première mesure. Et alors, du coup, pour aller au-delà, comment vous faites la différence entre les personnes à qui vous allez envoyer ce formulaire ou non? Oui, alors effectivement, soit effectivement la découverte a été très riche, hein, puisque selon en fait la durée de votre premier entretien découverte, qui est de 30 minutes, 1 heure. Alors des fois ça déborde un petit peu, hein, quand on est entre deux passionnés. Je peux vous dire des fois ça dure 1 heure et demie ou 2 heures. Donc forcément, je ne vais pas renvoyer de formulaire en plus en disant ben est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'éléments? Je pense qu'au bout de 2 heures, j'ai eu à peu près tout ce que je voulais, en termes en tout cas d'éléments de découverte. Par contre, c'est vrai que des fois, 30 minutes, et un peu comme notre webinaire de ce matin, c'est très court. Donc, je veux en savoir plus sur toi, donc c'est normal. Dis-moi en plus. Et comme ça, au prochain rendez-vous, sachant qu'en plus, souvent sur les R2, interviennent, et on en parlait tout de suite, d'autres interlocuteurs. Donc, c'est bien j'allais dire, de bien border cette découverte. Ça permet en plus aux nouveaux interlocuteurs qui vont arriver en R2 de se dire que j'ai une bonne connaissance de l'environnement et de l'écosystème de l'entreprise. Et voilà, et que je n'arrive pas comme une fleur. Bah, écoutez, redites-moi qui vous êtes. Il n'y a rien de plus désagréable pour un prospect. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est top parce que du coup, voilà, on est dans la réciprocité. Tu récupères des informations. Autant qu'on donne des informations, à l'erreur, c'est vraiment de vouloir pitcher dès le début. Alors que là, on est plutôt dans une phase où il faut aussi récupérer des informations. Sinon, après, on va rester coincé plus tard. Donc, une autre solution, hein, une solution complémentaire importante pour environner le compte, pour vous faire connaître de plusieurs interlocuteurs, c'est l'account-based marketing. Anthony, est-ce que tu veux me dire 2 mots sur cette pratique? Oui, bien sûr. Alors, l'account-based marketing est complémentaire donc à l'inbound marketing, puisque j'ai dit que Winbound, nous étions experts en inbound marketing, qui est un peu plus démocratisé, hein, dans la sphère marketing et même commerciale. Euh, Peut-être un petit rappel, hein, de ces définitions, je pense que c'est important. L'inbound marketing, c'est faire venir à soi des personnes en recherche de solutions et d'informations par rapport à une problématique. Donc, on va être sur une notion là, par contre, de volume, de lead, hein, qu'on va faire venir, et certains de ces comptes vont devenir des clients. L'account-based marketing, j'allais dire, c'est le pendant de l'inbound, où c'est plutôt moi qui vais chercher justement ces comptes stratégiques qui nous ont pas encore identifiés, et donc je vais susciter en tout cas leur intérêt. C'est bien pour ça que on dit que l'ABM, donc l'account-based marketing, est une stratégie, on dit de marketing, mais on peut dire aussi une stratégie quelque part commerciale, où justement les équipes marketing et sales vont travailler ensemble pour aller conquérir un nombre de comptes clés, hein, Benjamin en parlait, de contacts aussi clés que vous allez définir en interne, et surtout qui ont un intérêt pour vous, un fort potentiel, un potentiel par rapport à vos services, par rapport à vos solutions, un potentiel aussi de marge, hein, puisque ça va demander aussi des efforts, j'allais dire, des deux équipes. Donc, l'objectif, hein, de l'account-based marketing, vous l'avez bien compris, c'est d'ouvrir quelque part des coffres forts, hein, nous on appelle ça des coffres forts. Ils sont bien visibles, tout le monde les sollicite, ils sont sursollicités. Et ben, on va vous donner des clés en account-based marketing, justement pour aller ouvrir ces coffres forts et être quelque part privilégier le contact avec la bonne personne. Ça, c'est une super bonne pratique, hein, de se dire plutôt que je prospecte et je travaille 10 000 comptes en même temps, je vais focuser sur des comptes qui sont les plus prioritaires, les fameux ICP. Et c'est ça l'account-based marketing, hein, c'est vraiment de faire un travail ciblé pour ne plus s'épuiser et pour améliorer ses taux de transformation, pour être plus efficace. Exactement. Et pourquoi pas sur des entreprises qui ressemblent, vous pouvez concentrer vos efforts ABM sur des entreprises qui ont la même physionomie que celles qui vous font le plus de demandes en inbound, par exemple. Après, on peut être plus précis, mais… Exactement. Alors, on peut très bien commencer par des comptes stratégiques similaires à. Si vous travaillez très bien sur un marché, je ne sais pas, je vais vous dire par exemple sur un marché qui est le food service, pourquoi pas orienter plutôt sa stratégie ABM
sur le food service. Il faut vraiment, j'allais dire, rentrer par cette expertise-là. Les 3 niveaux d'ABM, après, une fois qu'on a identifié ces comptes stratégiques qui vont forcément inclure une vente multi-interlocuteur, hein, vous avez 3 niveaux. En bas de cette pyramide, vous avez ce qu'on appelle le one-to-many. Hein, donc, ça veut dire que c'est très très proche de l'inbound. Ça veut dire que je vais répondre à une problématique vraiment un peu générique, un peu globale, en identifiant plus d'une centaine de comptes. Donc, je vais utiliser donc j'adapte mon canal de communication avec ces sociétés, ces cibles. Et là, je vais plutôt sur un canal de type programmatique. Le one to few, c'est l'intermédiaire, on est entre 30 et une centaine de comptes, donc je vais commencer à être sur des canaux un peu plus personnalisés, à m'adresser de façon un peu plus, là aussi, plus ciblée, pour susciter en tout cas l'intérêt de ces comptes stratégiques. Et le one-to-one, on arrive vraiment dans un travail, j'allais dire, d'orfèvrerie, d'un travail vraiment d'ultra-personnalisation, qui va me permettre justement de rentrer en contact par des moyens, et c'est bien pour ça que j'aurais besoin de ressources marketing pour aller justement toucher ces comptes par le canal qui est le plus approprié. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment tu connais le canal qui est le plus approprié? Eh ben, c'est justement tout le travail que l'on a ici chez Winbond, notamment avec Gaëtan de Moncuy, qui est expert chez Winbond, qui va travailler justement en amont et qui va définir les étapes clés avant d'aborder justement ces comptes stratégiques. Alors, Delphine parlait d'ICP. L'ICP, c'est l'Ideal Customer Profile. C'est tout simplement le pendant du persona. Alors, vous entendez tous parler de persona, hein, qui sont vos clients idéaux cibles. Et ben, l'ICP, c'est lié tout simplement à un compte stratégique. Ce compte stratégique, pourquoi il est stratégique pour l'entreprise? Parce qu'il a peut-être du potentiel tout en marge brute, parce qu'il est peut-être associé justement à un nouveau produit, à un nouveau service que je lance. C'est peut-être aussi, on parlait de comptes similaires, c'est tout simplement un nouveau territoire que je souhaite en tout cas approcher. Donc, l'étape 1, très importante, identifier les comptes stratégiques. On peut s'apercevoir qu'au sein même d'une entreprise, on peut avoir des divergences, en tout cas des visions différentes entre le marketing, les sales. Donc, on ne le fait pas assez. Il faut vraiment vous réunir autour d'une table et être au clair sur qui on va demain, sur qui on va produire des efforts pour justement aborder ces comptes-là. Ensuite, Peut-être qu'on va donner les exemples bien concrets, sûr, parce que comme il est en avance, il est midi 13 pour donc, illustrer ce que tu expliques qui est hyper important. Hein. Donc, dans le travail, il y a identifier ces comptes cibles pour ne pas s'épuiser avec des comptes qui ont moins de chances de nous acheter, mais aussi comprendre leurs problématiques pour leur envoyer du contenu adapté qui va vraiment susciter leur intérêt, qui va nous démarquer en fait face à la concurrence nombreuse. exactement. C'est-à-dire que je m'appuie donc sur un marketing qui a 3 missions. En fait, on a aujourd'hui un marketing, vous l'avez compris, de précision. Hein, il faut que je sois précis par rapport aux attentes et aux problématiques de mes cibles, mais il faut que je suscite de l'émotion. Et pour susciter de l'émotion, il faut un marketing de créativité. Et enfin, et ça c'est le travail j'allais dire des sales, des commerciaux, il faut toujours apporter de la preuve. Et donc pour cela, eh ben, je vais m'appuyer sur une bibliothèque en ABM. On va faciliter entre guillemets le travail des commerciaux par justement une bibliothèque de contenu sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Alors ça peut être, on a mis quelques exemples, hein, ça peut être une infographie, par exemple sur une suite logicielle que vous mettez en place. Ça peut être ça peut être un replay d'un webinar comme on peut faire aujourd'hui, un message, un template bien travaillé avec en étroite collaboration avec votre service marketing pour mieux aborder vos cibles sur LinkedIn par Sales Navigator. Ça peut être des emails conversationnels. Mais dans ce monde ultra digital, eh ben c'est bien aussi de se démarquer. Susciter l'émotion, c'est aussi surprendre. Et on peut surprendre tout simplement par de l'envoi adressé. Le courrier
Aujourd'hui, nos interlocuteurs reçoivent que des factures aujourd'hui par la poste. Eh ben, pourquoi pas leur envoyer un joli courrier personnalisé avec un livre, par exemple. C'est ce que l'on fait chez Winband. Pourquoi pas les inviter aussi à un événement. Et quand on veut aller très très loin dans la personnalisation, on peut également leur adresser une box personnalisée avec des échantillons, tout simplement, un livre, et on peut y laisser plein de messages. Et ce que je trouve top dans toutes ces approches, c'est que quand votre prospect cible a ouvert cette box et qu'il lit le message, tout simplement, qui lui a dit, bah, voilà comment demain vous allez pouvoir toucher vos prospects. Et ben, vous avez déjà gagné au moins, peut-être pas toute la bataille, mais vous avez déjà gagné la première partie. Donc ça, c'est très fort, hein, parce que souvent, en fait, les commerciaux restent, quand ils restent isolés avec un seul interlocuteur, c'est qu'ils ont peur de bypasser, entre guillemets, leur potentiel champion. Et donc, en fait, c'est là où les meilleurs commerciaux savent aussi travailler en interne avec le marketing, parce que une des techniques, ça peut être que quelqu'un d'autre, en fait, fasse connaître la société, fasse connaître votre expertise, et donc surtout avec ce lien qui est le centre d'intérêt du prospect, hein, et pas forcément directement parler que de ce que vous faites, mais parler d'un centre d'intérêt, éveiller sa curiosité comme ça. Et finalement, c'est comme ça qu'on récupère au final un consensus, que ça devient une évidence pour ce compte au total, que c'est, donc pour tous les interlocuteurs du processus de décision, que c'est une bonne chose de travailler avec vous et pas avec un autre. Donc ça, c'est super intéressant comme approche, l'envoi personnalisé et aussi les campagnes, hein, sur LinkedIn qui permettent d'environner un compte. Oui. Alors, oui. Et une petite précision aussi, l'importance des commerciaux est primordiale dans une stratégie parce que on parlait de pousser par exemple un contenu sur LinkedIn, très bien, mais quel contenu je pousse? On sait, souvent le souci qui se pose, c'est qu'on ne sait pas par où et par quoi commencer. Donc les meilleurs ambassadeurs, ce sont vous. C'est-à-dire que vous êtes en proximité forcément des clients, vous avez des objections tous les jours, vous avez aussi des compliments, des objections sur vos produits, des remarques très pertinentes. Il faut les remonter à votre service marketing qui va produire des contenus qui auront de la valeur ajoutée que vous pourrez pousser. Ensuite, ces contenus, eh ben, ils pourront servir justement à établir des scénarios de campagne d'ABM Sales, qu'on appelle ABM Sales, parce que ça sert directement vos intérêts commerciaux, où on a, par exemple, ici, on a mappé quelque part les interlocuteurs d'une entreprise. On voit bien qu'un directeur marketing, bah oui, il est présent sur LinkedIn, donc je peux lui adresser dans un premier temps une box à J0. À J+5, ben, je peux demander effectivement une mise en relation. D'ailleurs, dans les mises en relation, je vous conseille fortement toujours d'y associer un message. Hein, on est toujours dans l'ultra personnalisation. Et puis, à J peut-être +7, +8, eh ben, on peut proposer un échange en y associant toujours un cas client, toujours travailler avec votre service marketing. Et à J+10, eh ben, s'il n'y a pas de retour, eh ben, on est dans un processus commercial, j'allais dire classique, de relance par email, mais par téléphone. La différence par rapport à la prospection à froid, c'est que là, votre interlocuteur a déjà été au contact de votre marque et et à votre contact. Donc en fait, notre rôle sales, lorsqu'on identifie un besoin ou des entreprises qui peuvent être de bonnes cibles, c'est de donner cette information au marketing. Cette information va créer du contenu spécifique pour communiquer auprès d'un large public, dont les cibles que vous avez identifiées. Et vous allez pouvoir reprendre la matière que le marketing a créée pour faire de la compte-based selling. Enfin, la compte-based selling. C'est exactement ça. Et ce qui est hyper important, du coup, c'est à minimum de rentrer les mails des différentes personnes que vous avez identifiées dans le processus de décision dans le CRM, parce que sinon, ce travail est plus difficile en fait à faire. Et là, ce qu'on voit bien aussi, c'est la notion de séquence, puisque malheureusement, les gens ne répondent pas dès la première sollicitation, ou en tout cas, statistiquement, c'est au moins au bout de la 6e, 8e. Et donc, l'idée, c'est d'échelonner dans le temps différentes façons, et donc aussi de s'adresser à différentes personnes pour environner le compte. Donc là, on parle de multicanal et de multi-interlocuteurs. Il est 12h19, donc on a déjà un petit peu en retard, mais est-ce que Anthony, tu veux encore nous dire un dernier mot sur l'ABM? Oui, alors, et donc vous voyez, juste pour vous donner le scénario 2, qui est la directrice nationale des ventes, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de notion de LinkedIn. Parce qu'on se dit, c'est vrai que la facilité, des fois, c'est d'envoyer une multitude d'invitations en se disant, bah, je vais être très populaire sur LinkedIn. Déjà, commencez déjà par bien cibler qui sont vos clients
potentiels, qui sont vos cibles. Là, on voit une directrice nationale des ventes qui n'est pas présente sur LinkedIn. Donc, je rentre plutôt par un schéma plus classique avec un courrier adressé. Et puis ensuite, je pourrais lui adresser un mail avec un cas client. C'est bien pour ça qu'il faut travailler les cas clients en interne. Parce que si demain, j'aborde un secteur d'activité, ben, c'est bien de donner un exemple d'un concurrent qui ça chatouille toujours. Et en tout cas, ça suscite l'intérêt. Ça éveille la curiosité, tout à fait. Complètement. Alors, vous pouvez retrouver aussi sur la plateforme un témoignage de Winbond, justement, de Gaëtan dont tu parlais tout à l'heure, avec des résultats concrets, hein, parce que nous, vous savez que chez Bancast, c'est ça qui nous intéresse le plus et c'est ça qu'on apprécie chez Winbond. Comment j'obtiens 8% de conversion entre des prospects que j'ai ciblés, donc vraiment à froid, et des contrats signés que j'obtiens. Donc, voilà, c'était une opération sur 35 comptes de mémoire, qui a permis d'obtenir des contrats signés grâce à ce travail d'orfèvre, voilà, qui est vraiment la marque des bons commerciaux, surtout cette année où il y a une profusion d'outils et de bases de données qui fait que les prospects sont spammés en fait de démarchage plus ou moins personnalisés. Voilà, donc c'est là où on peut tirer son épingle du jeu. Donc on a fait un focus sur l'account-based marketing. Évidemment, il y a des techniques aussi du travail du commercial à faire, des techniques pour aller débloquer, en fait, aller rencontrer. Donc, on peut pas parler de tout, mais voilà, bien sûr, c'est des techniques à utiliser en parallèle. Est-ce qu'on a le temps pour, on va prendre le temps pour une question? Juste, oui. Ouais, ou alors, vous pouvez les poser dans le chat et on vous répondra par email. Parce qu'effectivement, on est un petit peu dépassé, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. N'hésitez pas aussi à liker le post LinkedIn. On peut rester en contact. Donc, vous voyez ici nos coordonnées. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les poser par LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus sur l'account-based marketing, vous faire accompagner, n'hésitez pas à contacter Winbond. Si vous voulez développer vos talents de commerciaux, business partner avec cette idée de réciprocité aussi, n'hésitez pas à nous contacter, à découvrir nos programmes chez Bancast. Voilà, c'était un vrai plaisir. Encore merci Anthony d'avoir participé. Merci à vous, merci à tous. Et très bonne fin de semaine à tout le monde. À très bientôt.